Pour cet épisode du podcast de Phil, on aime bien les mystères. Et aujourd'hui, on explore les théories de fin du monde calculées, que ce soit par des ordinateurs ou d'autres méthodes. On en parle ici pour comprendre un peu ce qui se cache derrière tout ça, avec Notebook LM qui nous aide à synthétiser nos sources comme d'habitude. Alors plongeons ensemble dans ces fascinantes prédictions. Bienvenue donc à cette exploration. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est cette tendance humaine à prédire la fin des temps. Oui. Mais on va s'intéresser plus spécifiquement aux tentatives de calculer cette fin. Alors, que ce soit avec des méthodes anciennes, parfois un peu ésotériques, ou alors des modélisations informatiques beaucoup plus modernes. Pour faire ça, on s'appuie sur pas mal de sources différentes. On a des références à des dates historiques qui ont vraiment marqué les esprits. Tout à fait. On a des descriptions de méthodes de calcul, parfois attribuées à des gens comme Isaac Newton, ou alors des scientifiques plus récents. Et puis on va faire un gros plan sur une simulation informatique qui a fait beaucoup de bruit, celle du MIT dans les années 70. Oui, et notre objectif ici, il est double, je dirais. D'abord, c'est de comprendre d'où viennent ces prédictions. Quels sont les raisonnements, les calculs, les modèles derrière tout ça? D'accord. Et puis après, c'est d'examiner comment elles tiennent la route face au temps qui passe et puis face à une analyse un peu critique. Pourquoi cette quête pour mettre une date sur l'apocalypse? Pourquoi ça revient tout le temps? C'est une question qui traverse vraiment les âges. Oui, c'est ça, c'est pas du tout une idée neuve. Loin de là, les sources nous rappellent des exemples très très anciens. Le livre de Daniel, par exemple, dans la Bible. D'annonces apocalyptiques qui dateraient de 167 avant notre ère. Et même avant ça, on parle des prêtres astronomes babyloniens, avec leur cycle cosmique gigantesque de 423 000 ans. Incroyable. Donc cette idée de cycle et de fin possible, elle est vraiment très ancienne. Et il y a des dates, calculées ou interprétées, qui sont restées célèbres. 1666, par exemple. Ah oui. Rien que le chiffre 666, le nombre de la bête, ça a suffi dans une période de troubles, d'épidémie, pour créer une vraie peur panique en Europe, juste basée sur cette numérologie biblique. C'est fou l'impact que ça peut avoir. Et beaucoup plus près de nous, 1999. Qui s'en souvient pas? L'agitation autour de la date annoncée par Paco Rabanne. Oui, le couturier, c'est vrai. Il s'était basé sur ses propres lectures, ses calculs, en mêlant ça à Nostradamus. Et puis, bien sûr, le phénomène 2012. Ah, 2012. Le calendrier Maya. Exactement. Une interprétation très médiatisée, mais très contestée aussi par les spécialistes du calendrier Maya lui-même. Ce qui est intéressant quand on regarde tout ça, c'est vraiment la diversité des méthodes pour arriver à une date. C'est fou. Oui. On a, comme vous disiez, l'interprétation des textes religieux. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ont calculé plusieurs dates, 1918, 1925, 1975. Plusieurs fois, oui. Oui, en se basant sur leur lecture spécifique du livre de Daniel, d'autres textes. Et à côté de ça, on a des calculs plus ésotériques, on va dire. Isaac Newton, par exemple, le grand scientifique, il passait aussi énormément de temps sur la Bible, l'alchimie. C'est vrai, on l'oublie souvent ça. Et nos sources disent qu'en analysant lui aussi le livre de Daniel, il serait arrivé à une date possible pour la fin des temps, autour de 2060. 2060, d'accord. C'est précis. Et puis après, on voit arriver des approches qui se veulent plus scientifiques, basées sur les maths, la modélisation. Oui. Heinz von Feuerster, un physicien, un cybernéticien, dans les années 60, il a utilisé des équations sur la croissance démographique mondiale qui étaient exponentielles à l'époque. La fameuse courbe en J. Exactement. Et ces calculs l'ont mené à prédire une sorte de singularité démographique, un point où, théoriquement, la population deviendrait infinie, ce qui signifierait un effondrement total du système. Et il datait ça autour du 13 novembre 2026. 2026 ? C'est demain, ça. C'est très proche, oui. Et d'autres encore, mentionnés dans nos sources, qui combinent des prophéties diverses, des calendriers anciens, pour pointer vers 2027. Cette persistance à chercher une date, que la méthode soit mystique ou mathématique, c'est frappant. Et cette quête de calcul, elle a vraiment changé d'échelle avec les ordinateurs. Alors, venons-en à ce cas emblématique. L'étude du MIT, Massachusetts Institute of Technology, en 1973. Ils ont utilisé un modèle informatique assez pionnier à l'époque, appelé World Tree. Alors là, faut qu'on décortique un peu ça. Oui, parce que ça a eu un retentissement énorme. Énorme. Et ça continue d'ailleurs d'alimenter les débats aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que ce modèle, il prédisait, sous certaines conditions bien sûr, un effondrement de la civilisation industrielle mondiale. La vie telle que nous la connaissons, comme il disait. C'est ça. Et ça, quelque part vers le milieu du XXIe siècle, autour de 2040-2050. Avec des signes avant-coureurs possibles dès 2020. C'est ça qui est troublant aussi. Exactement. Le modèle suggérait ça. Des tensions, un début de déclin possible dès 2020. Alors, pour comprendre ce modèle World 3, il faut revenir à l'approche derrière, la dynamique des systèmes. D'accord. C'est une méthode de modélisation mathématique développée surtout par J. Wright Forrester, lui aussi prof au MIT. L'idée, c'est de représenter et de simuler les interactions complexes, les boucles de rétroaction dans un système dynamique. Comme un écosystème, par exemple? Exactement. Prenez une population de cerfs dans une forêt. Le nombre de cerfs, c'est le stock. Il augmente avec les naissances, diminue avec les morts. Logique. Mais ces naissances et ces morts, elles dépendent d'autres choses. La nourriture disponible, les prédateurs, les maladies. La dynamique des systèmes, ça essaie de cartographier tout ça, de mettre des chiffres dessus et de voir comment ça évolue. Et donc le modèle World 3, il a appliqué cette logique à la planète entière. Carrément. Les chercheurs ont identifié 5 variables clés, toutes liées entre elles, qui leur semblaient cruciales: la population mondiale, la production agricole, l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, pétrole, minerais, la production industrielle et enfin la pollution générée. D'accord, les 5 grands facteurs. Voilà. Et le modèle simulait comment ces 5 éléments interagissaient et s'influençaient les uns les autres au fil du temps. Et le scénario le plus connu qui est sorti de ça, c'est le fameux Business as Usual, BAU. Le BAU, oui. Si on continue comme ça, Qu'est-ce qui montrait ce scénario? Au début, tout augmente. Population, industrie, nourriture. Une croissance exponentielle tirée par l'exploitation des ressources. classique. Mais ça finit par coincer. Selon le modèle, l'épuisement des ressources non renouvelables finit par étrangler l'industrie. Moins d'énergie, moins de matières premières. Pof, la production industrielle s'effondre. Et ça entraîne le reste. Exactement. Cet effondrement industriel entraîne ensuite celui de la production alimentaire, qui dépend de l'industrie, pour les machines, les engrais. Bien sûr. Et la conséquence finale simulée, c'était une chute. Mais une chute brutale de la population mondiale. Famine, manque de tout, environnement dégradé. C'est assez sombre comme tableau. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant, une analyste de KPMG a repris ces scénarios en 2020. Ah oui. Et elle a conclu qu'en regardant les données réelles depuis 1973, nos trajectoires actuelles semblaient dangereusement alignées sur ce scénario BAU ou un autre très similaire qui mène aussi à l'effondrement. Aïe. Mais les chercheurs du MIT, ils n'ont pas testé que ça, heureusement. Ils ont exploré d'autres hypothèses. Oui, c'est ça. Ils ont regardé ce qui se passerait si, par exemple, on découvrait soudain 2 fois plus de ressources naturelles. Le scénario Business as Usual 2. Et alors? Le résultat simulé était toujours un effondrement. Mais un peu plus tard, et cette fois la cause principale, c'était la pollution. Un niveau de pollution qui devenait insoutenable, qui détruisait l'agriculture, qui nuisait à la santé. D'accord. On déplace le problème, mais on s'effondre quand même. Genre partout, efficacité énergétique top, contrôle de la pollution super efficace, rendement agricole doublé, recyclage parfait. Le rêve technologique, quoi. Voilà. Et même avec ces hypothèses très optimistes, le modèle prédisait encore un dépassement des limites planétaires, un overshoot suivi d'un effondrement, surtout de l'industrie et des ressources. Ah, quand même. Oui. Une mise à jour de l'étude en 2000 a suggéré que l'impact sur la nourriture serait peut-être moins grave dans ce scénario techno, mais l'effondrement industriel était toujours là. Le point commun de tous ces scénarios, sauf un, c'est cette dynamique. On dépasse les limites et ça s'effondre. Overshoot and collapse. C'est assez interpellant. Et donc, il y avait un seul scénario qui évitait ça? Oui, un seul. Ils l'ont appelé le monde stabilisé. Et il fallait quoi pour ça? Là, c'était plus juste des ajustements techniques. Il fallait des changements radicaux, des changements de valeurs, de politique, à l'échelle mondiale, décidés et mis en œuvre de façon coordonnée. C'est-à-dire? Et il fallait passer volontairement d'une société obsédée par la croissance économique et matérielle à une société qui privilégie le bien-être, les services, éducation, santé, la protection de l'environnement. D'accord. Il fallait stabiliser la population mondiale, limiter volontairement la production industrielle et la consommation de ressources. Bref, un changement complet de paradigme. Un sacré défi. Ah oui, et replacé dans une perspective plus large, ce scénario stabilisé, il soulève des questions vertigineuses. Lesquels, par exemple? Ça suppose une coopération internationale, mais d'une ampleur jamais vue. Une convergence des objectifs politiques mondiaux.
Et comme le disait le docteur Alexander King, cofondateur du Club de Rome, qui avait commandité l'étude, Oui. ça pourrait nécessiter un effritement progressif de la souveraineté nationale. Ah oui, carrément. Pourquoi? Parce que pour gérer des problèmes globaux, comme le climat, la pollution qui traverse les frontières, les ressources partagées, il faudrait peut-être des mécanismes de décision au-dessus des États, Une gouvernance mondiale, en quelque sorte. potentiellement. Et ça pose directement la question de l'équilibre entre la gestion durable de la planète et nos systèmes politiques actuels, basés sur l'État-nation souverain. C'est une tension qu'on voit encore aujourd'hui dans plein de débats internationaux. Maintenant, cette étude du MIT, elle a beau être marquante, elle n'est pas exempte de critiques, de contestations. Non, effectivement. Et pour être équilibré, il faut absolument en parler. Nos sources rappellent d'abord le contexte. Qui a commandé l'étude? Le Club de Rome. Mhm. Certaines sources décrivent ce groupe comme une organisation élitiste. Alors, attention, on n'endosse pas ces points de vue ici, mais il est rapporté dans nos sources que des théories critiques lient le Club de Rome à des idées de nouvel ordre mondial ou de contrôle de la population. D'accord. Il y a même une citation attribuée par une source à un certain Howard Odium, présenté comme un membre, qui aurait carrément appelé à réduire la population américaine des 2/3. Bon, encore une fois, ce sont des allégations qu'on trouve dans certaines sources critiques. Oui, et au-delà de ce cas précis, les sources soulèvent une question plus générale, celle du biais possible dans la recherche quand elle est financée par des acteurs qui ont un intérêt particulier dans les résultats. Le problème du financement de la recherche? Exactement. Une des sources donne des exemples historiques, l'industrie du tabac qui finance des études pour minimiser le lien avec le cancer, Classique, malheureusement. ou l'industrie sucrière qui essaie de détourner l'attention de l'impact du sucre sur les maladies cardiaques. Selon cette source, une part importante de la recherche, peut-être 70%, serait financée par le privé, Ah oui, quand même. et une majorité de ces études aurait tendance à produire des résultats favorables aux financeurs. Donc, sans juger l'étude du MIT en elle-même, ces éléments rapportés incitent à la prudence, à se demander quelles influences peuvent jouer. Et il y a aussi des critiques plus directes sur le modèle World Tree lui-même, non? Oui, Certains observateurs, cités dans nos documents, trouvent la coïncidence un peu troublante entre les conclusions très alarmistes du modèle, il faut limiter la croissance, la population pour éviter le chaos, et ce qui est vu comme l'agent 2 préexistant du Club de Rome. l'idée d'une conclusion écrite d'avance, en quelque sorte. C'est ce que certains suggèrent. Un autre point technique qui est soulevé par des critiques, c'est l'évolution des dates. Apparemment, les graphiques de 1973 suggéraient un début d'effondrement vers l'an 2000, Ah oui, alors que les publications suivantes, notamment celle de 2004, de 30 Year Update, repoussent l'échéance plutôt vers 2040-2050. d'accord, ça mérite d'être noté, ce décalage. Et puis, il y a d'autres éléments qui viennent nuancer ou même contredire les prédictions les plus sombres. Comme quoi? D'abord, l'histoire elle-même. Nos sources rappellent que quasiment toutes les prédictions de fin du monde, datées, elles se sont révélées fausses. C'est vrai. Depuis les Assyriens il y a presque 5000 ans, jusqu'à Thomas Malthus au XVIIIe siècle qui craignait la famine généralisée. Et on est toujours là. On est toujours là. Ensuite, si on regarde le monde depuis 1973, certains indicateurs mondiaux se sont améliorés, contrairement aux projections les plus noires de l'époque. Par exemple. La faim a globalement reculé, même si ça reste un drame inacceptable dans certaines zones. L'espérance de vie moyenne a beaucoup augmenté, partout dans le monde. Ce n'est pas rien. Et puis, et ça c'est peut-être le changement le plus frappant par rapport aux années 70, le débat sur la population s'est en partie inversé. Ah bon? À l'époque, la grande peur, c'était la bombe P, la surpopulation. Aujourd'hui, dans énormément de pays, développés comme émergents, la grosse inquiétude, c'est la sous-population. À cause de la baisse des naissances. Exactement. La chute spectaculaire et durable des taux de fécondité. C'est un renversement complet de perspective par rapport au contexte de l'étude World Tree. Alors, face à toutes ces prédictions, passées, présentes, comment on fait le tri? Comment on évalue la crédibilité de tout ça? Bonne question. Les experts nous disent, les sources, ils utilisent des critères assez stricts qui viennent de la méthode scientifique. Premièrement, est-ce que la prédiction est claire, précise, vérifiable? Pas juste, ça va mal finir. Non, voilà. Une annonce vague comme « des temps difficiles arrivent », ça ne vaut rien scientifiquement. Il faut des événements observables, si possible, datés. Deuxièmement, la plausibilité scientifique. Est-ce que c'est compatible avec les lois de la nature qu'on connaît, physique, biologie, ou est-ce que ça repose sur des trucs inconnus ou qui contredisent ce qu'on sait? Logique. Troisièmement, les preuves.
Est-ce qu'il y a des données, des observations concrètes qui soutiennent la prédiction? Une intuition personnelle, une interprétation invérifiable d'un vieux texte, ce n'est pas une preuve scientifique. Il faut du solide. Quatrièmement, la falsifiabilité. C'est un peu technique, mais c'est crucial. Est-ce qu'on peut imaginer une observation qui prouverait que la prédiction est fausse? Si une théorie est construite pour pouvoir tout expliquer, quoi qu'il arrive, elle n'est pas scientifique. Elle doit pouvoir être testée et potentiellement échouer. Exactement. Et enfin, bien sûr, la crédibilité de la source, la compétence de l'auteur, sa méthode, sa transparence, tout ça compte. Et si on applique ces critères à la plupart des prédictions de fin du monde dont on a parlé? Elles tiennent pas la route. Ben souvent non. Les dates basées sur la numérologie, comme 1666, ou sur des calculs de calendrier mal compris, comme 2012, ou sur des visions personnelles, comme Paco Rabanne en 1999, elles ont juste été contredites par les faits. Le monde a continué. C'est factuel. Les interprétations prophétiques, que ce soit celles des témoins de Jéhovah ou de Nostradamus, les historiens, les spécialistes des textes, considèrent souvent que c'est basé sur des lectures sélectives, anachroniques, sorties de leur contexte. On leur fait dire ce qu'on veut un peu. Un peu ça, oui. Alors que la démarche scientifique, elle va plutôt distinguer ces annonces spectaculaires des risques réels mais globaux. Oui, la nuance est importante. Ces risques, le changement climatique, le risque de pandémie, les dangers nucléaires, ou même l'intelligence artificielle non contrôlée, ils sont étudiés sérieusement sur le long terme. Avec des modèles complexes aussi d'ailleurs. Oui, mais des modèles qui cherchent à comprendre les dynamiques, les probabilités, pas donner la date de l'apocalypse. L'échec retentissant de la prédiction de 2012 a bien montré ce fossé, non? Absolument. Entre la prophétie sensationnaliste et l'analyse scientifique des risques, il y a un monde. Et même si des figures comme Nostradamus ou Baba Vanga continuent de fasciner et de faire les gros titres chaque année avec de soi-disant nouvelles prédictions, Ah oui, c'est un marronnier, hein. c'est ça. Il faut bien avouer qu'il n'y a pas grand-chose de vérifiable là-dedans. Les annonces passées étaient soit fausses, soit tellement vagues qu'on peut toujours dire après coup « Ah oui, ça correspondait à ça ». L'interprétation a posteriori, c'est facile. Du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on essaye de résumer un peu notre exploration? On voit bien cette fascination humaine, tenace, quasi constante, pour l'idée de prédire la fin, ou au moins de grands basculements. C'est clair. Les méthodes sont incroyablement diverses. Textes sacrés, numérologie, astrologie, vision, et puis, plus récemment, la modélisation informatique. Avec cet exemple marquant du modèle World 3 du MIT. Une tentative majeure de cerner scientifiquement les limites physiques de la croissance. Oui, mais une tentative qui, comme on l'a vu, est elle-même sujette à pas mal de critiques, de questions, sur la méthode, sur le contexte de sa création, sur l'interprétation des résultats. C'est important de garder ça en tête. Donc, face à cette vague continue de prédictions apocalyptiques, qu'elles soient mystiques ou scientifiques en apparence, l'analyse rationnelle, la confrontation aux faits, l'esprit critique, ça reste sans doute nos meilleurs outils pour y voir clair. Peut-être une dernière réflexion pour ouvrir un peu. Si on voit que presque toutes les dates précises données pour l'apocalypse se sont révélées fausses, Ce qui est le cas. alors la valeur de certains travaux, même controversés comme ceux du MIT, elle ne réside peut-être pas dans leur capacité à nous donner la date exacte de la fin. Où est-ce qu'elle réside alors? Peut-être que leur vraie portée, leur héritage le plus intéressant, c'est plutôt dans les questions fondamentales qui nous obligent à nous poser. Des questions sur la durabilité de nos modes de vie, sur notre dépendance aux ressources qui sont limitées, sur l'impact de notre développement sur les systèmes naturels qui nous font vivre, sur les choix collectifs qui vont dessiner l'avenir de notre civilisation. Indépendamment de la date précise. Exactement. Mhm. Que l'effondrement modélisé arrive en 2040, 2060 ou jamais sous cette forme-là. Ces questions sur la direction qu'on prend, sur les limites qu'on rencontre, elles restent terriblement actuelles et pertinentes. Une bonne façon de conclure. C'était une nouvelle analyse pour le podcast de Philippe. Si vous appréciez ces explorations, n'hésitez pas à nous soutenir. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés, on y est presque. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.